Donc bonjour à tous, enfin rebonjour depuis ce matin. Comme j'ai pu vous annoncer ce matin, je suis donc avec Geoffroy et en compagnie de Simon Latournerie qui représente l'association Colosse au pied d'argile avec laquelle la Fédération française de gymnastique est conventionnée. Et dans le cadre de cette convention, on nous a demandé de décliner un petit peu cette convention sur l'ensemble des territoires et donc faire en sorte qu'il y ait une intervention sur toutes les régions. Donc nous, on en a profité pour solliciter Colosse pour aller un petit peu plus loin qu'une simple intervention. Et donc dans les jours, semaines à venir, vous verrez qu'on va décliner cette convention en proposant aussi des interventions sur l'ensemble de la saison et peut-être le cycle à destination des cadres et des clubs pour la protection de nos mineurs dans les clubs. Donc je vais laisser la parole donc à Simon. Merci d'être là et je vous laisse exposer un petit peu l'objet de cette association. Alors merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à la Fédération française de gymnastique, bien sûr, pour le partenariat qui a été noué et qui nous permet d'intervenir aussi ici. Et bien sûr, l'invitation particulièrement chaleureuse du comité régional de Normandie pour, encore une fois, faire cette présentation et vous montrer un peu plus en substance, si ça veut bien bouger, voilà, ce que pour cette heure, ce format en 1 heure en tout cas, ce qu'est Colosse au pied d'argile et ce que fait Colosse au pied d'argile. Voilà, avec les grandes lignes, que vous puissiez comprendre un peu mieux le plan de prévention qui est en train de se dessiner avec la fédération et la Ligue de Normandie ou le comité régional de Normandie pour ensuite mener des actions peut-être sur le terrain. Alors j'ai tout de suite profité pour vous partager une vidéo et là pour le coup je passe la main à votre technicien qui va partager la vidéo. Directeur technique. Qui va durer 2-3 minutes et on se retrouve. Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans en milieu familial. Je jouais dans une banda. Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de bandas, de la musique. C'était donc le mari de ma cousine. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, avant de me ramener, il m'a violé. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Oui. Et vous n'avez pas essayé d'en parler à quelqu'un? Alors, non, parce que tout simplement, tu es piégé dans sa toile d'araignée, tout simplement qu'il a tissé tout autour de toi. Et lui, il disait à l'époque, si tu le dis, eh bien, je dis que tu es un bébé, un homosexuel. Il y a 20 ans de ça, l'homosexualité et le rugby, c'était pas du tout compatible. Heureusement, les mœurs ont changé, donc il verrouillait la parole comme ça. Mon agresseur faisait partie de ma vie à un moment parce que j'en avais besoin, il était arrivé au bon moment. Et Au sein du club, il s'occupait de quoi? il était un peu dirigeant, un peu entraîneur. Son fils était mon meilleur ami. Et du coup, il s'occupait de l'équipe comme si c'était. Ouais, là, on va tout faire le club. C'est ça. Comme souvent. Toi, c'est des viols que tu as subis ou des agressions sexuelles? Les deux. Les deux. Et moi, j'ai envie de passer à autre chose. T'es hyper courageux, vraiment. Et tu vois, t'en parles librement. En plus, c'est pas donné à toutes les victimes de pouvoir parler. Tu vois, je te pose la question pour voir si t'allais me répondre. Si c'était des agressions sexuelles ou des viols. Donc, c'est les deux, donc t'as subi la même chose que moi. Et moi, à ton âge, j'avais pas le courage de parler. Donc, rien que pour ça, bravo. Maintenant, il faut réussir à avancer avec ça. Non, c'est pas le Alors, je finis toutes mes interventions avec cette phrase, c'est que beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Hop, alors je reprends la main, logiquement. Est-ce que ça a repartagé? Ouais, c'est bon? Je pense que c'est bon.
On est revenu sur mes slides. Merci Geoffroy. Comme vous l'avez vu un petit peu en image sur ce petit reportage qu'avait fait France 2 à l'époque, Colosse Épée d'Argile, c'est 3 missions principales. D'abord, c'est de la prévention, c'est ce que vous venez de voir avec Sébastien sur le terrain, donc en discutant auprès de jeunes en particulier, auprès de mineurs, mais aussi auprès des encadrants. C'est aussi derrière l'accompagnement des victimes. Donc ça va être les victimes directement, qu'elles soient mineures ou qu'elles soient devenues majeures. Et sinon, ça va être aussi les victimes collatérales que sont les encadrants, peut-être le président de club, le sport, la discipline, voilà, les structures qui finalement vont être touchées par cela. Et puis enfin, troisième volet de nos missions, c'est la formation, en particulier des encadrants, principalement les professionnels, sur des journées entières, des sessions entières où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une méthodologie évidemment propre à une formation. Voilà. Donc vous voyez, Colosse Épée d'Argile aujourd'hui, c'est non seulement de la prévention auprès des mineurs, mais c'est aussi auprès des encadrants, et puis c'est dans le champ sportif, mais aussi dans le champ de la jeunesse et du scolaire. Voilà, on a les agréments, les habilitations pour intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées, et aussi pour programmer, souvent en lien avec les collectivités territoriales, la mairie avec le club peut-être, qui vont s'associer pour organiser une réunion publique qui va être ouverte à tous et qui va permettre de s'adresser à la fois aux jeunes, à la fois aux encadrants, mais aussi aux parents et aux administrés au sens large. Colosse Épée d'Argile, c'est aussi des professionnels, c'est aussi des bénévoles, pardon, je veux dire, qui sont des professionnels de la protection de l'enfance, professionnels de ce secteur-là et qui contribuent aussi à orienter et à développer l'association. Vous voyez, il y a une vingtaine de professionnels qui donnent de leur temps bénévolement et qui interviennent sur des éléments aussi variés que le juridique, le psychologique, mais aussi le financier ou la communication sur le développement de l'association. Et puis, c'est une équipe de salariés. Aujourd'hui, on va voir, elle est composée de 12 personnes. Donc, Sébastien, le fondateur et directeur de Colosse Épée d'Argile, avec une équipe qui est basée sur le siège dans les Landes, d'où est originaire l'association, sur toutes les fonctions support, comptabilité, etc. Et puis, notre psychologue qui est installé là-bas. Et puis, une équipe, du coup, d'intervenants régionaux, comme c'est mon cas, répartis dans différentes antennes en France. Ça veut dire qu'on est basé et hébergé dans ces territoires-là. Mais pour autant, on continue, comme on l'a toujours fait depuis 2013, d'intervenir dans tous les territoires de France. Même si on n'a pas d'antenne. On n'a pas d'antenne en Normandie, vous voyez. Bon, mais ce week-end, c'est moi, je ne suis pas le plus loin. C'est moi qui interviens. Simon Latournerie, vous voyez, Île-de-France. Et puis, on peut aller à Deauville, on peut aller aussi en Bourgogne-Franche-Comté ou en région PACA où nous n'avons pas encore d'antenne. Et on espère bien développer ces antennes à la rentrée septembre 2021. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et s'agissant des salariés de l'association qui interviennent comme ça sur le terrain, qui accompagnent aussi juridiquement et qui reçoivent la parole des victimes, vous avez un certain nombre de professionnels voilà, avec leur parcours académique, leur parcours professionnel, qui est assez varié. Ça va des diplômes spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple, les violences dans le sport. Ça va être des directeurs techniques de clubs sportifs. Ça va être des gendarmes. Il y en a 2. Parmi eux, notamment une, Violaine Chabardès en Occitanie, qui était commandante d'une brigade de mineurs, voilà, qui faisait des auditions de mineurs, plus de 400 par an. Donc voilà, vous avez ces professionnels qui aujourd'hui ont rapporté leurs compétences personnelles, complémentaires, au service du développement et du bon fonctionnement de l'association. Alors peut-être la particularité ou la plus-value de Colosse Épée d'Argile, ça va être le travail en partenariat que nous menons avec beaucoup d'acteurs qui sont essentiels sur le territoire et avec lesquels nous entretenons ces liens très privilégiés. D'abord, c'est évidemment les services de l'État, donc ça va être la direction départementale de la cohésion sociale, la direction régionale, jeunesse et sport. Ça va être aussi les services judiciaires, voilà, gendarmerie, police, police en ligne, tous ces acteurs-là. Et puis enfin, toute la dimension du soin et l'accompagnement juridique des victimes. Donc ça va être par des psychologues victimologues, et on a tout un réseau pour ça qui est disséminé sur le territoire. Ou alors par les biais d'associations partenaires comme la Voix de l'Enfant, l'Enfant Bleu, vers qui on peut orienter des victimes en toute confiance parce qu'on sait qu'elles travaillent particulièrement bien et on sait qu'elles pourront apporter un soutien de proximité, géographique en particulier, des victimes que l'on va leur orienter. Voilà.
Un certain nombre d'autres partenaires, c'est bien sûr le mouvement sportif. Alors là, j'ai cité tout à l'heure la fédération de gym, mais effectivement, on a conventionné aujourd'hui Colosse Pédagogique avec une vingtaine de fédérations. Il y en a une vingtaine autres qui est en train de se boucler. On signe au fur et à mesure. Donc, je pense qu'à la fin de l'année, on sera à peu près à une quarantaine de fédérations qui nous fait confiance et voilà, avec lesquelles on entretient un vrai partenariat. Hein. On n'est pas un prestataire de service qui vient faire une prestation et repartir. Non, non. Il y a un vrai projet où on décline, nous, on conseille ces ponts, hein, voilà, ces structures qui vont servir de pont à décliner tous les plans de prévention aux luttes contre les violences faites aux enfants. Donc ensemble sur tous les territoires. Enfin, on a aussi des ambassadeurs, des soutiens sportifs. Alors, voilà, vous en voyez 4 ici, et d'autres qui nous soutiennent régulièrement, en particulier sur les réseaux sociaux. Bon, mais bien sûr, ça c'est fondamental aussi parce que voilà, lorsqu'il s'agit de porter la parole, aujourd'hui, ça passe forcément par les réseaux sociaux, par les médias de façon générale. Et donc, c'est heureux que des sportifs emblématiques prêtent leur nom et de leur temps pour parler effectivement de cette cause-là. Alors enfin, pour intervenir, je l'ai dit, prêcher cette bonne parole en tout cas et mener cette lutte sur le territoire, on va le faire avec différents supports. On va le faire avec d'abord un message qui est construit avec un squelette qui est validé par des professionnels de la protection de l'enfance au sens large, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de structurer et ce propos et ce message et de l'adapter en fonction du public que l'on va avoir. Hein. On va évidemment pas avoir une intervention du même type lorsqu'on va intervenir auprès de jeunes mineurs de 8 à 10 ans et d'adolescents ou encore d'encadrants. On va adapter dans la durée, dans la méthodologie et dans le contenu le message que l'on va faire passer. Et puis on a des supports papier, voilà, on va dire ça comme ça. Donc une affiche par exemple, vous voyez, qui peut être apposée à l'entrée des vestiaires et qui va rappeler les grands commandements, les grands principes. Hein, par exemple, sous la douche, aucun adulte ne t'accompagne, c'est ta douche, pas la sienne. Effectivement, aujourd'hui, on a encore rencontré des éducateurs qui se douchent avec les enfants. Peut-être pas forcément avec un biais malveillant, hein, mais par contre, aujourd'hui, les professionnels nous aident à comprendre qu'il faut distinguer ces temps-là. Et on va le voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, il faut avoir des bonnes pratiques, des meilleures pratiques pour éviter des situations de danger. Donc cette affiche, elle est aussi complétée avec en particulier ce qu'on appelle le guide des colosses. C'est un guide d'une trentaine de feuillets qui est distribué à l'ensemble des jeunes que l'on sensibilise et aussi, si on peut, aux encadrants, voilà, qui va nous permettre, à travers du glossaire, du quiz, de définition, de mise en situation, de pouvoir mesurer la vulnérabilité finalement de l'enfant. Est-ce qu'il sait identifier une situation de danger? Est-ce qu'il sait dire non? Est-ce qu'il sait en parler à un adulte de confiance? Voilà ce qui va être fondamental pour nous lorsqu'on va communiquer ce message. Voilà. Ce guide, il a encore, évidemment, on le fait évoluer à petite dose, mais on le suit régulièrement et là, il vient d'être validé par des professionnels du secteur. Voilà. Donc là, encore une fois, on s'entoure, Colosse Pédagogique s'entoure des meilleurs professionnels pour ces contenus. On a l'autre versant du guide, c'est celui pour les encadrants en particulier, qui va rappeler notamment ces grands commandements, mais surtout le rappel de la loi, on va en voir quelques-unes tout à l'heure, et puis à qui signaler, avec quelques coordonnées fondamentales en matière de protection de l'enfance. Enfin, et là je vais m'arrêter un peu plus longtemps, c'est la charte des colosses. Qu'est-ce que c'est la charte des colosses? C'est une succession de questions-réponses qui va être développée, partagée avec l'auditoire. Alors là, la configuration est moins évidente pour le faire, mais lorsqu'on intervient sur le terrain, en particulier auprès des groupes d'encadrants, dirigeants encadrants, ça peut être avec les familles, ça peut être sur des formats de réunions publiques aussi à plus grand nombre, hein, mais on va partager ces situations pour voir un petit peu comment chacun on pratique et comment on pourrait faire autrement éventuellement. Vous voyez, cette charte, c'est le fruit, encore une fois, hein, du travail de professionnels, d'experts que nous sommes, mais aussi sur les plus de 4000 témoignages que nous avons reçus maintenant depuis 7 ans, avec des situations qui se sont retrouvées et recoupées, évidemment. Alors, cette question est emblématique, on la pose systématiquement. Comment saluez-vous les enfants dans votre structure? Et alors là, derrière, on a plein de choses, plein de réponses. La nôtre contribution, c'est effectivement de partager l'idée que la bise a été, à plusieurs reprises,
une étape, soit le début, soit une étape progressive dans l'emprise de l'adulte sur le mineur. D'accord? Par ce contact, et qui va donner suite ensuite à un autre contact, et progressivement, voilà, une situation qui va permettre à l'adulte, à l'encadrant, finalement, de passer à l'acte. L'adulte qui soit encadrant, bénévole ou salarié, encore une fois, tout dépend de sa situation. Mais voilà, donc là, on n'est pas dans une situation d'interdit. Hein. La loi n'interdit pas de faire la bise. Nous ne sommes pas une autorité, on n'a pas d'autorité pour vous dire c'était interdit, voilà. Mais par contre, on partage ce retour d'expérience qui est que ça a été compliqué. Alors, c'est heureux, peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà dit, mais en situation de Covid, de fait, on est à peu près obligé de garder une distanciation, on est éventuellement sur un check, voilà, sinon un salut, donc ça limite effectivement les contacts physiques en soi. Mais on est quand même sur des pratiques sportives où le bonjour est comme après, on va voir, et des situations qui peuvent être parfois mal interprétées, mais on a besoin, en gymnastique en particulier, d'un contexte physique pour pouvoir protéger, ne serait-ce que ça, le pratiquant. Une autre question justement qui est aussi emblématique, on ne va pas toutes les voir, mais lorsqu'un enfant se blesse, qui porte les soins et où? Et là encore, il n'est pas question de savoir, effectivement, c'est dans l'infirmerie, c'est sur place, d'une certaine façon, peu importe. L'idée, c'est de surtout pas s'isoler avec un mineur quelle que soit la situation en l'occurrence, hein. Que ce soit pour des soins ou que ce soit pour donner la composition d'équipe ou que ce soit effectivement pour expliquer à un jeune, lui remonter les bretelles ou expliquer que ça ne va pas ou qu'il ne sera pas effectivement retenu pour la compétition ou quoi que ce soit. Pour un bilan de fin de saison, il ne faut pas s'isoler, d'accord? Il faut rester idéalement à la vue des autres. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement sur ces situations d'isolement entre un majeur et un mineur qu'il y a passage à l'acte, qu'il y a violence sexuelle. Et c'est aussi sur ces situations-là qu'il y a de mauvaises interprétations possibles par le mineur ou tout simplement de fausses allégations. Lorsque vous avez un mineur qui, évidemment, veut séduire, par exemple, tout simplement, hein, son encadrant, parce qu'il y a une faible différence d'âge, ou même si elle est un peu grande, parce que voilà, il est amoureux de lui, ou amoureux d'elle, hein, enfin, en tout cas amoureux de son encadrant, eh bien, voilà, si l'encadrant fait preuve d'une bonne posture, à un moment donné, et recadre le jeune, eh bien, il peut y avoir des éléments pour se venger. Se venger, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, sur une contre-performance sportive, ou en tout cas le fait de ne pas avoir été sélectionné ou quoi que ce soit, de ne pas avoir été dans l'équipe, ça peut être une raison comme une autre de fausses allégations. Nous avons, à Colossopée d'Argile, rencontré beaucoup de témoignages de ce type-là aussi. C'est pour ça que lorsqu'on décline cette charte et lorsqu'on intervient dans les structures, les ligues, les comités, les départements, auprès des fédérations, n'importe qui, nous avons le souci de faire la protection aussi bien du jeune que de l'éducateur et du dirigeant évidemment. Hein, en cascade. Donc ça, c'est fondamental. On connaît trop bien ces situations qui mettent à mal, hein, et ça marque à l'indélébile, même si c'est faux, que ça s'avère faux 3 jours après ou une semaine après. Mais ça y est, d'une certaine façon, le mal est fait et c'est difficile de s'en remettre. Donc voilà l'objet de la charte qui va être déclinée sur toutes ces situations de danger potentiel, tant pour les mineurs, encore une fois, que pour l'encadrant, dans la structure, mais aussi au travers des outils de communication. Alors ça peut être les communications externes, hein. Je vais prendre en photo les jeunes et je vais les publier sur ma page Facebook. Voilà, je n'ai pas le droit de le faire, hein. C'est le club qui éventuellement a les droits à l'image, mais moi en particulier, je n'ai pas le droit. Donc je ne peux pas non plus justifier ces éléments pour faire un mini-reportage et puis pour prendre en photo, etc., les jeunes. Et puis c'est aussi tout ce qui est communication interne. Et communication interne, je veux dire, d'un encadrant avec les jeunes. Nous, on vous donne vraiment une grosse préconisation là-dessus. Ne jamais communiquer individuellement avec un de vos jeunes. Si tant est qu'il a un téléphone, donc à partir d'un certain âge, aujourd'hui c'est de plus en plus tôt. Donc sinon on communique avec les parents, mais s'il doit y avoir des communications avec les jeunes, ça doit être par un groupe. Donc idéalement aujourd'hui à peu près tout le monde a des groupes WhatsApp, ou sinon ça peut être un groupe d'un autre réseau ou d'un autre support, mais on communique toujours dans ce groupe-là, et on peut même associer un dirigeant ou un parent qui est là, qui ne communique pas, qui n'a pas le droit d'interagir, hein, mais qui est là pour observer, hein, pour s'assurer des communications. Et de fait, chaque encadrant sait qu'il ne peut pas communiquer autrement. Et chaque jeune le sait aussi. Ça veut dire qu'un jeune qui, par exemple, passerait par une voie directe pour expliquer je suis en retard pour l'entraînement, j'aurai 20 minutes de retard. Ok, vous accusez réception. Puis derrière, vous profitez de l'entraînement, quand il est arrivé, à la fin de l'entraînement, pour expliquer les règles du jeu. Hein, que même si on est en retard, on passe quand même par ce canal collectif. Voilà. Donc c'est une règle qui est admise et entendue et qui est décidée dans tout le club, par tous les encadrants et dirigeants, qui permet effectivement d'avoir un protocole commun. Ce protocole commun, derrière,
tout le monde le connaît, jeune comme encadrant. Donc ça limite celui qui serait tenté d'eux. Et s'il est tenté d'eux, ou s'il le fait, là pour le coup, il faudra qu'il en réponde. Voilà par exemple ces éléments de communication, mais on va le retrouver évidemment dans les vestiaires. Qui accède aux vestiaires? L'usage des téléphones dans les vestiaires. Une question, alors je dis téléphone, mais aujourd'hui ce sont des ordinateurs. Hein. Ce qu'on a, c'est des ordinateurs mobiles qui font des photos, qui font des vidéos et qui sont connectés aux réseaux sociaux et qui malheureusement, volontairement ou involontairement, peuvent générer des victimes, des situations de violence sexuelle. Enfin, dans tout ce qui est déplacement, hébergement, les stages, les compétitions, là aussi, il faut s'organiser, c'est pas toujours facile quand on part avec deux athlètes au championnat de France, l'autre bout de la France. C'est un coût, on ne peut pas partir à beaucoup d'encadrants et puis il faut une disponibilité pour le faire. Voilà comment on s'organise dans la chambre, comment on s'organise dans ces déplacements. Ce sont encore une fois des situations où il y a régulièrement des violences sexuelles. Alors le bilan, je vous ai dit un petit peu, un Colosse au Pétargile, depuis 7 ans, c'est plus de 200 000 enfants sensibilisés, vous voyez, 4 000 témoignages. Je m'arrête juste sur ces témoignages. Vous voyez, dans un quart en milieu sportif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on intervient, une fois sur 4, ça concerne effectivement l'encadrement, potentiellement scolaire, sportif ou autre. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des violences intrafamiliales. Mais évidemment, on ne va pas rejeter ces jeunes-là, rejeter ces victimes-là, parce qu'elles ne sont pas issues du sport. Vous avez compris, hein, Colosse au Pétargile a un champ d'action qui est beaucoup plus large que le sport depuis quelques années maintenant. Et évidemment, ce n'est pas non plus anodin, ces victimes qui viennent nous parler. Elles le font pourquoi? Elles le font parce que là, elles ont confiance. Elles ont trouvé quelqu'un de neutre, peut-être, hein, en autre personne, et elles viennent nous parler. Finalement, le sport, ou l'intervention que l'on va faire, va servir de levier, va servir de support pour engager ce dialogue-là, tendre la main à ces jeunes qui vont nous parler. Aujourd'hui, 80% des violences faites aux enfants sont faites dans le cercle familial, 90% même des violences sexuelles. Donc, on comprend bien que voilà, c'est dans ce cercle-là qu'il y a le plus grand nombre de victimes. Et si le sport peut jouer, si vous, club encadrant de proximité, vous pouvez sauver ces enfants, tout simplement. Si le sport et vous-même, vous pouvez le faire, je crois que ce sera heureux pour notre pratique et ça rejoint complètement les valeurs plus larges du sport. Alors, autre étape future ou actuelle et future de Colosse au Pétargile, j'en donne juste quelques exemples. C'est déjà la reconnaissance d'utilité publique. Voilà, le dossier a été déposé, enfin, le travail a été entrepris déjà depuis 2 ans. Le dossier a été déposé l'an dernier après l'Assemblée générale de l'association en fin d'année. Et là, il est au Conseil d'État. C'est la dernière étape. Il doit être validé dans les jours là, qui arrivent. Et donc, on espère qu'enfin, ce sera validé et qui, pour nous, va nous permettre, en particulier, de pouvoir accompagner les victimes jusqu'au procès. Hein, se porter partie civile pour aller jusqu'au procès, accompagner les victimes. N'oublions pas que nous sommes aussi une association, on fait la prévention, mais on fait aussi, évidemment, l'accompagnement des victimes. Et puis, par exemple, ça va être le fait d'avoir un intervenant régional dans toutes les régions, je l'ai dit tout à l'heure, hein, se développer pour pouvoir avoir plus d'efficacité, encore plus de réactivité pour intervenir sur le territoire. Bon. Et d'autres éléments, vous voyez, là en substance quelques-uns. La semaine de résilience, c'est une semaine que l'on souhaite organiser pour une douzaine de jeunes victimes que l'on a accompagnés et du coup leur proposer pendant une semaine d'alterner des soins et des activités sportives, d'accord, qui sont complémentaires et de les prendre en charge donc du coup sur toute cette semaine-là, mais aussi pendant 3 mois sur les soins qu'ils auront choisis ou qui seront le plus adaptés en tout cas à leur thérapie derrière. Voilà pour la partie Colosse au Pétargile. Maintenant, je vais aborder, encore une fois, sur un format qui est assez contraint pour laisser un peu peut-être l'échange à des discussions tout à l'heure, ce que sont les violences sexuelles. On parle d'infractions à caractère sexuel. Alors pour ça, je ne vais pas toutes les décliner, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais, de façon synthétique, non pas sur le côté juridique, comme on peut l'aborder sur les interventions avec les éléments de loi, les peines qui sont attachées, et puis la définition précise de ce que sont ces infractions. Mais je vais vous mettre un petit clip, je crois, si tu veux bien. Un petit clip, dessin animé, très exactement, qui va vous présenter tout ça. C'est parti. Hop. Alors, attends, parce que je repartage l'écran. C'est ça, ouais. Et c'est celui-là. Ouais, je te fais ça, ouais.
Le son, c'est bon, ouais. On est parti. C'est quoi une agression sexuelle? Une agression sexuelle, c'est quand une personne impose à une autre personne un acte à caractère sexuel avec son propre sexe. Il peut aussi le faire avec le sexe de l'autre ou avec ses parties intimes. Par exemple, le fait d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans qu'une des personnes ne soit d'accord est une agression sexuelle. Caresser, embrasser, masturber sans qu'une des personnes ne soit d'accord est aussi une agression sexuelle. Il peut aussi y avoir agression sans qu'il y ait de contact physique entre les deux personnes. Voir quelqu'un se masturber sans être d'accord pour le voir, se faire prendre en photo nue, se faire harceler avec des insultes d'ordre sexuel, être forcé à regarder un film pornographique, toutes ces choses sont des agressions sexuelles. En revanche, ces actes ne sont pas considérés comme des agressions à partir du moment où les personnes sont d'accord pour les faire. C'est ce qu'on appelle le consentement. Consentir à quelque chose, c'est accepter librement de le faire sans y être contraint ou forcé. Parfois, c'est facile de dire non, parfois c'est très difficile, car on a peur. On a peut-être été menacé, peut-être que c'est juste parce qu'on veut faire comme tout le monde ou qu'on est amoureux. Parfois encore, on ne peut pas dire non parce qu'on n'est pas en état de le faire, comme on pense souvent que les agressions sexuelles n'arrivent qu'aux filles, mais les garçons en sont eux aussi victimes. En fait, ça peut arriver à tout le monde, même à des jeunes enfants. La plupart du temps, les personnes qui commettent ces agressions sont des proches, des gens que l'on connaît. Un ami, un membre de notre famille, ce qu'on voit souvent comme un professeur, un éducateur, un animateur, un religieux. Mais il peut aussi arriver que des inconnus commettent ces actes. Dans tous les cas, c'est souvent très difficile, trop difficile de le dire et de se confier. On a peur de ce qui va se passer, on a honte de ce qu'on a fait ou vu, on se dit que c'est de notre faute parce qu'on est attaché à la personne. Proche 2 minutes pour aller dans la chambre. Mais on ne se rend pas compte tout de suite que c'était de la Participant à le micro. sexuelle. Le problème, quand on n'en parle pas, c'est qu'on reste seul. Seul avec les conséquences que les violences peuvent avoir, comme la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, voire même l'envie. En France, les infractions à caractère sexuel sont interdites par la loi. Un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un jeune de moins de 15 ans. Après 15 ans, s'il est d'accord, un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec un adulte, sauf si cet adulte est un membre de sa famille, c'est une personne qui s'occupe de lui, comme un prof, un moniteur, ou enfin s'il existe une trop grande différence d'âge entre eux. Si tu vis ou si tu as vécu des violences sexuelles, ou si tu as connaissance que quelqu'un vit ces violences, le mieux, c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. Tu peux aussi appeler le 119, c'est un numéro d'appel gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre les personnes, même mineures, et de protéger les victimes. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé. Si je parle en même temps? Ouais. Ouais, je crois. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, CVM, si vous tapez sur votre moteur de recherche CVM, Centre de victimologie pour mineurs, vous tapez CVM agression sexuelle ou CVM violence sexuelle, c'est bon, je dois reprendre la suite. Vous tombez sur cette vidéo. Voilà. Alors, je continue du coup de mon côté. Vous avez vu, hein, il y a plusieurs formes de violences sexuelles. Avant d'aborder cette notion importante, il y a plusieurs formes de violences sexuelles. Il y a des violences physiques, psychologiques, donc il y a du contact, il n'y a pas de contact. Il y a de plus en plus aujourd'hui de violences numériques, hein, qui se font par le biais du numérique. Voilà, je l'ai dit, j'ai parlé des textos, mais il y a aussi des réseaux sociaux. Il y a tous ces éléments qui vont entrer en jeu. Et puis il y a l'atteinte sexuelle. Vraiment, j'en parle une seconde. Vous avez vu, c'est le fait qu'en France, il est interdit pour un majeur d'avoir des relations à caractère sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. Ok, ça c'est interdit. Et puis, s'il a plus de 15 ans, c'est autorisé, sauf s'il y a un lien d'autorité. Ça veut dire si c'est un entraîneur, un dirigeant, un éducateur, d'accord, un accompagnant régulier, permanent, qui a une forme d'autorité, qui accompagne les jeunes et qui entretient
une relation à caractère sexuel avec un jeune de plus de 15 ans, plus ou moins 15 ans, peu importe l'âge du mineur, eh bien c'est interdit par la loi, c'est un délit. Un délit quand même puni jusqu'à 3 ans de prison. Entre 3 et 7 ans de prison, ça dépend de l'âge du mineur, hein, s'il a moins de 15 ans ou plus de 15 ans. Donc c'est quelque chose qu'on méconnaît en France, hein, qu'on connaît assez peu finalement, qui concerne largement le mouvement sportif, largement le monde de la jeunesse, centre de loisirs, éducateurs, animateurs, etc. Et que l'on a très souvent rencontré comme victime, comme majeur ou comme témoin. Voilà. Donc là-dessus, ça nous questionne et ça nous renvoie à nos responsabilités. Et de fait, à des obligations. Alors il y a une première obligation, celle-là, elle est définie hein, dans le code pénal par l'article 434-3. Qu'est-ce que ça dit? Au-delà des mots et des phrases qui sont énumérées là, ça dit que lorsque vous avez connaissance de violences sexuelles faites à un mineur, vous avez l'obligation d'en informer les autorités administratives ou judiciaires. Voilà, c'est obligatoire. Parce que protéger un mineur, c'est un acte citoyen. D'accord? Et c'est tellement une obligation que si vous ne le faites pas, si quelqu'un porte plainte contre vous parce que vous saviez et vous n'avez pas fait remonter cette information, bien, vous êtes susceptible d'être condamné, vous voyez, jusqu'à 3 ans de prison. Donc, justement, le législateur a mis cette peine attachée pour dire que c'était fondamental. Protéger un mineur, c'est un acte citoyen, c'est fondamental. Ce n'est pas de la dénonciation, ce n'est pas de la délation, c'est une information qu'on fait remonter. Ça peut être, on va dire, une constatation, hein, quelque chose qu'on a vu, ça peut être quelque chose qu'on nous a dit, sans avoir à le vérifier. C'est quelque chose qu'on nous a dit, donc on le prend comme quelque chose d'objectif et que l'on transmet. Une information prise telle qu'elle est, que l'on transmet. C'est ça, l'obligation, rappelée par l'article 434. Voilà. Et je le redis, cette obligation du citoyen ne renvoie pas au président de club, de ligue, de comité ou à l'entraîneur. Elle renvoie à la fois à tout le monde et voilà, à tout le monde, aux citoyens, peu importe sa fonction. Il y a un autre texte qui est attaché, qui est assez connu pour le coup des fonctionnaires, c'est l'article 40, pour le coup, du Code de procédure pénale, là, qui lui dit la même chose hein, en substance, il dit sans délai, c'est-à-dire tout de suite, bien sûr, le fonctionnaire étant emprunt normalement hein, complètement de l'intérêt général, donc il doit le faire tout de suite. Voilà. Voilà donc, mais en soi, c'est le même principe, d'accord. S'il a connaissance voilà, d'un crime, d'un délit, d'une violence, finalement, physique, mais aussi sexuelle faite à un mineur, il a l'obligation de faire remonter cette information au procureur. Enfin, dernier point, c'est l'obligation de déclaration. Certains d'entre vous connaissent cela, d'autres non. L'obligation de déclaration, elle est attachée en premier lieu à l'éducateur sportif. C'est bien lui qui a une obligation de déclaration. Cet éducateur doit, lorsqu'il a un diplôme, pour travailler contre rémunération, il doit se déclarer auprès de la direction départementale de la cohésion sociale. La tutelle du service administratif, service de l'État, pour venir contrôler et vérifier effectivement son diplôme, d'abord, et pouvoir lui permettre de travailler. Pourquoi? Pourquoi il y a cette obligation? D'abord, je l'ai dit, pour que les services de l'État puissent contrôler le diplôme, parce que bien souvent, des éducateurs vont se présenter à vous, à leur employeur en tout cas, avec un diplôme. Pour vous, il paraît vrai, mais tous les jours, les directions départementales cohésion sociale relèvent des faux diplômes. Donc eux, ils ont tous les éléments pour venir effectivement constater que c'est un vrai diplôme. Et puis, ils vont surtout contrôler l'honorabilité. On en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vérifier si les antécédents judiciaires sont compatibles avec la fonction qui va être exercée. Il peut y avoir des antécédents judiciaires, d'accord? Mais s'ils sont compatibles avec la fonction exercée, par exemple travailler auprès de mineurs, alors ça n'empêche pas effectivement la délivrance de la fameuse carte professionnelle. Et donc c'est bien cette carte professionnelle que l'éducateur est censé présenter à son employeur ou son futur employeur qui va le rémunérer. Bien souvent, les clubs, les employeurs vont recruter sans demander cette carte professionnelle. Ils vont demander simplement le diplôme. D'accord? Mais le diplôme, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit conforme. Et ça, encore une fois, ce n'est pas le seul papier qui vous est présenté qui peut vous permettre. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait ça, on peut effectivement recruter, on peut signer un contrat, on peut rémunérer quelqu'un qui peut percevoir cet argent et ça peut durer des années comme ça.
Mais lorsque vous faites ça, vous ne contrôlez, et encore, que la qualification. Je dis encore, parce que comme je dis, il y a des faux diplômes aussi. Voilà. Pour autant, vous avez l'obligation d'assurer l'intégrité physique, morale et psychique de vos pratiquants, de vos adhérents. Hein. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir demander cette carte professionnelle, de pouvoir vous assurer de ça. Cette carte professionnelle, elle est délivrée pour 5 ans, d'accord? Elle est contrôlée tous les ans. Et elle concerne aussi bien, par exemple, les auto-entrepreneurs. Parce que peut-être certains vont vous dire que, je suis auto-entrepreneur, donc moi je ne suis pas concerné par la carte professionnelle, etc. Et puis fiscalement, ça peut être intéressant pour le club, etc. Eh bien, non. Même s'il intervient en tant qu'auto-entrepreneur, y compris pour prendre des photos sur les compétitions, il doit demander sa carte professionnelle. Alors, il y a une question. Merci. La carte professionnelle est-elle renouvelable tous les 5 ans? Oui, c'est cela. Est-ce qu'un employeur peut demander chaque année l'extrait du casier judiciaire? Oui, aussi. Le principe, c'est que la carte professionnelle, dès lors qu'un éducateur il l'a, c'est la DDCS qui va contrôler tous les ans la validité de la carte professionnelle, en tout cas, on dire l'honorabilité. Ah, d'accord. On va contrôler ça. Et s'il y a quelque chose, boum, d'une année sur l'autre, ou quand quelque chose va marquer la carte professionnelle, le club, l'employeur va être prévenu que finalement, lui, vous ne pouvez plus le recruter, il n'est plus compatible avec les fonctions qui vont être exercées. Mais rien ne vous empêche, en tant qu'employeur ou futur employeur, en début de saison par exemple, de lister les permanents. Ça peut être effectivement des éducateurs professionnels, d'accord, qui vont travailler contre rémunération, mais ça peut être aussi des permanents, qui vont des bénévoles permanents qui vont graviter autour des enfants, accompagner les enfants, et on sait qu'on en a besoin. Ben, vous pouvez aussi les lister, les énumérer et les transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale, qui vont les contrôler. Et quand je dis contrôler, ils vont contrôler effectivement le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, et ils vont contrôler ce qu'on appelle le FIGES, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions à caractère sexuel et violente. Voilà. C'est 2 fichiers complémentaires parce qu'ils ne visent pas exactement les mêmes personnes. Les mineurs seront inscrits sur l'un et pas sur l'autre. Et puis sur les durées d'inscription, ce ne sera pas tout à fait équivalent. Geoffroy, une question? C'était pas une question, c'était un petit rappel pour tout le monde. On vous en a déjà parlé, mais en fait, il suffit d'aller sur le site EAPS, et n'importe qui peut vérifier que les professionnels que vous connaissez ou côtoyez, ils ont bien une carte professionnelle. Il suffit de connaître le nom et le prénom et vous pouvez vérifier qui a une carte pro et pourquoi faire sur le site de EAPS. Et c'est aussi sur ce site, sur le portail des éducateurs, que tous les encadrants peuvent renouveler et faire leur demande de renouvellement de carte pro. Donc tout se fait en ligne. C'est assez simple, vous téléchargez vos documents, donc n'hésitez pas à le faire pour être dans les clous. Voilà, encore une fois, c'est effectivement, l'idée c'est vous comprenez, c'est de se protéger tous. C'est les violences sexuelles, c'est encore le fait de personnes malveillantes. Donc là, il faut jouer collectif à tous les échelons. Beaucoup de présidents de club méconnaissaient le système, ne savaient pas exactement qu'il fallait absolument demander. Même des éducateurs, je veux dire, avaient oublié, c'était pas bloquant, donc prenez pas la peine de le faire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut jouer collectif et on va être de plus en plus contraint à un mouvement sportif aussi à le faire. Donc il faut absolument s'engager dans cette démarche. Et c'est aussi le cas de certaines personnes qui, justement, vont là où ils n'étaient pas contrôlés. On a un certain nombre de bénévoles ou d'encadrants qui peuvent passer d'un sport à un autre, parce que finalement, sur l'éducatif, il y a des choses qui sont tout à fait similaires. Et nous, on a eu des situations avec des encadrants qui passent d'un club à un autre, y compris contre une petite rémunération, et qui finalement passaient entre les mailles du filet, d'accord? Parce que dès qu'on commençait trop à s'intéresser à eux ou leur demander des justificatifs, finalement, ils étaient plus disponibles, ils déménageaient ou quoi que ce soit. Donc vraiment là-dessus, il vaut mieux jouer collectif et il vaut mieux afficher dans votre club, vous employeurs, cette vraie volonté, cette vraie politique de déclaration et de s'engager. Ça rassure les familles, ça rassure tout le monde, y compris les encadrants, et puis vous aussi, c'est-à-dire le bureau, les élus, encore une fois. Ce qui se passe en ce moment, ça amène beaucoup d'enquêtes administratives aussi, je ne vous cache pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des situations de signalement, aujourd'hui, le ministère des Sports a exigé qu'il y ait une enquête administrative. Enquête administrative, ça veut dire remonter toute la chaîne, tout le circuit pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements. Pas pour forcément taper sur les uns sur les autres, mais plutôt pour savoir effectivement comment appréhender peut-être différemment à l'avenir la situation. Donc,
voilà, ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez, renseignez-vous. Et le bon interlocuteur pour vous, je le redis, c'est la direction départementale de la cohésion sociale. C'est votre autorité, ça peut être la direction régionale aussi, jeunesse et sport. Donc voilà, ce ne sont pas que des entités de contrôle, hein, voilà, encore une fois, ou d'inspection. Ce sont d'abord des entités de services d'État qui font de la prévention, qui vous accompagnent. Donc sollicitez-les. Enfin, sur la question de recevoir la parole, même si là on le fait un peu rapidement, mais vous donner des pistes aussi. Parce que recevoir la parole, ça peut être effectivement quelque chose de verbal, mais ça peut être aussi quelque chose de non verbal. De par le comportement, il y a des signaux qui doivent nous alerter, qui doivent vous alerter. Par exemple, ces signaux-là, vous voyez, ces changements de comportement-là, que l'on a classifiés un petit peu dans des tranches d'âge, petite enfance, adolescence, sont des changements de comportement qui sont assez caractéristiques de violences sexuelles. Alors, ils ne sont pas cloisonnés dans des âges, hein, quelque chose qui va apparaître à l'adolescence peut apparaître plus tôt et vice-versa, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, bien souvent, quasi systématiquement, lorsqu'il y a violence sexuelle, il y a un de ces changements de comportement. Alors, l'inverse n'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que s'il y a un changement de comportement de ce type-là, ça ne veut pas forcément dire que c'est une violence sexuelle. Ça peut être une violence physique, ça peut être du harcèlement moral, ou ça peut être un gros traumatisme, hein, comme la perte d'un proche, qui peut déclencher un certain nombre de changements de comportement. Quoi qu'il en soit, si vous avez face à vous, ou avec vous, à côté de vous, des jeunes qui ont un changement de comportement de ce type-là, eh bien, c'est vraiment le moment de leur tendre la main. Leur tendre la main, ça veut dire simplement s'intéresser à eux, porter une vigilance accrue, une vigilance peut-être collective, hein, peut-être avec l'appui de professionnels dans la structure, qui sont plus formés à cela. Et puis voilà, simplement dire aux jeunes, écoute, si jamais j'ai l'impression que ça ne va pas trop, tu n'as pas l'air bien en ce moment, ou depuis quelques temps, mais écoute, sache que si tu as envie de parler de quoi que ce soit, voilà, je suis à ta disposition, tu peux me parler. Et puis si c'est pas moi, tu dois pouvoir trouver, parle-en à un adulte de confiance autour de toi, voilà, il saura t'écouter, il saura quoi faire. Juste ces petits mots-là, voilà, ça c'est très important, ça permet effectivement de vous rendre disponible, de montrer que vous avez observé, que vous avez regardé. Ça peut être déjà un premier élément qui va être capté par le jeune. Cette slide-là, vous la retrouvez sur notre site internet par exemple. Et puis, parce que vous serez sensibilisé, alors peut-être sur un format plus long, hein, on fait des sensibilisations adultes encadrant de 2 heures, comme j'ai dit, des formations de 6 heures, sur 2 heures, parce que vous serez sensibilisé un peu plus, mais vous serez plus à même, plus, on va dire, préparé, un minima préparé un petit peu, pour recevoir cette parole-là. Parce que cette parole-là, elle peut être extrêmement variée. Ça peut être des sous-entendus et ça peut être quelque chose de très franco, des choses auxquelles on ne va même pas croire, quoi, à la limite. Hein. Donc, l'important, c'est de maîtriser ses émotions. Parce que si jamais c'est quelque chose de loufoque, vous allez peut-être dire aux jeunes quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? De quoi? Tu me dis ça? Bon. Ben là, si effectivement vous avez cette attitude-là, le jeune, il va s'éteindre. Non, il va voir un changement de comportement chez vous, il va voir qu'il a dérangé, il y a quelque chose. Et du coup, il va finalement modifier sa déclaration et puis non, mais en fait, c'est rien, voilà. Et il va peut-être rentrer dans un mutisme parce que finalement, il aura essayé de le dire. Et puis, en fait, non. Hein, c'est trop difficile à dire. Là, il a trouvé la force et puis finalement, non. Ou alors, si par exemple, ça arrive parfois, si c'est le mis en cause, celui qui est mis en cause, c'est votre collègue, votre dirigeant, celui que vous connaissez depuis 10 ans, avec qui vous travaillez régulièrement, avec qui vous partez peut-être en vacances, etc. Vous partagez des dîners, des repas. Ben, vous allez lire pareil aux jeunes le matin, mais de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Lui, là? Lui, tu es en train de me dire que lui, il a fait ça? Et pareil, là, le jeune, il voit que vous ne croyez pas et que finalement personne ne va le croire. Et donc, il va encore une fois retomber dans le mutisme et il va ne plus jamais en parler. Donc, maîtriser ses émotions, c'est faire preuve de neutralité, d'écoute, voilà, et d'objectivité. Simplement, d'écoute. Voilà. On écoute ce qu'a à dire l'enfant ou l'adolescent, et ça peut être aussi l'adulte hein, qui a été victime lorsqu'il a été mineur. On l'écoute, tout simplement. On l'écoute et puis derrière, on va le féliciter parce qu'il a fait preuve de courage. Il faut l'imaginer. Pour le dire, c'est ce que l'on voit lorsqu'on fait des sensibilisations complètes hein, sur les traumatismes aussi que ça provoque, les conséquences chez la victime.
tout ce mutisme, cette parole qui est bloquée et qui va sortir que quelques années d'après, hein, c'est parce qu'il y a plein d'éléments qui vont freiner cette parole. Donc là, le fait qu'il ait parlé, il faut imaginer que, waouh, c'est qu'il a fait un bout de chemin, c'est qu'il a trouvé le courage pour le faire. Donc là, on peut le féliciter pour ça. On va garder un niveau de confidentialité qui est fondamental aussi pour lui. Hein. Donc on va le dire, hein. Pas obligé de le dire à tout le club, on n'est pas obligé de le dire à toute l'équipe, on n'est pas obligé de... Voilà, on va garder ça entre toi, moi et une personne de confiance. Hein. On va quand même ouvrir la porte parce que on va pas, forcément on va le dire à quelqu'un, président du club, peut-être à la police, peut-être à, voilà, à quelqu'un d'autre. Donc on va pas mentir à l'enfant. Si on ment à l'enfant, ben, pareil. Si on lui ment, alors qu'il avait fait confiance, il va se refermer. Okay, surtout s'il est mis en difficulté par ailleurs, on ne sait jamais, il va se refermer. Donc voilà, on ne va pas lui mentir, on va parler d'une personne de confiance sans avoir à détailler que ce sera le président du club parce qu'il est responsable, que la police parce que c'est l'autorité, etc. etc. Voilà. Et enfin, surtout, on ne va pas mener l'enquête. Vous voyez, c'est le dernier point de la slide. On ne va pas mener l'enquête. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée aux professionnels. Les professionnels qui sont formés pour ça. Enquêter, poser des questions, questionner, auditionner, comme on dit, un jeune, un mineur en particulier, et même un adolescent ou un adulte, c'est particulier. Il faut être formé pour ça. Il faut le faire dans un certain ordre. D'accord? Il y a des méthodes. Les gendarmes sont formés à ces méthodes-là, les policiers aussi, et nous aussi. Mais vous voyez, malgré ça, on ne l'applique pas, loin de là, parce que c'est pas notre rôle de le faire, et parce que surtout, l'idée c'est que ce témoignage, il ne faut pas qu'il soit répété. S'il est répété, il va être modifié, etc. Il peut être modifié, etc. Surtout chez le jeune enfant. Donc, on va vraiment rester dans le respect et la complémentarité des compétences. Si on veut avoir la vérité, se donner le plus de chance d'avoir la vérité, il faut absolument laisser les professionnels qui pourront utiliser ça comme pièce comme avec un procès verbal, je veux dire, le faire. Okay. Donc voilà. Donc, on ne confronte pas, on ne questionne pas. La seule question qu'on va poser éventuellement, c'est ok, tu m'as dit ça, est-ce que tu veux me dire quelque chose d'autre? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à me dire? Est-ce que tu veux préciser ce que tu viens de me dire? Voilà, c'est éventuellement la seule question qu'on va poser, uniquement ça. Une question fermée, ben effectivement, ça va amener une réponse qui va être biaisée. Enfin, à qui et comment établir un signalement, c'est pas simple. Vous allez voir, sur le cartouche du bas, on voit, ben, alors, il y a des éléments à transmettre, hein, parce que bien sûr, il faut quand même faire remonter des informations. Ces informations qu'on va faire remonter, ben, c'est qui les fait remonter, hein, pour savoir dans quel contexte on les a eus, etc. etc. C'est aussi la victime, ses coordonnées, qui elle est, le mis en cause, qui il est. Et puis, je vous ai dit, ce descriptif circonstancié des faits, c'est il a dit, elle a dit, entre guillemets. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que lorsqu'un enfant va dire zizi, il n'a pas dit zézette. Lorsqu'il a dit, il n'a pas dit sexe, d'accord. Lorsqu'il a dit les fesses, il n'a pas dit le postérieur, ou il n'a pas dit, voilà. D'accord. Quand il a dit, voilà, on utilise et on reprend vraiment ce qui a été utilisé. Encore une fois, ça c'est fondamental à faire remonter. Mais vous voyez, on va faire remonter ces informations à plusieurs autorités parce qu'elles sont compétentes pour intervenir. Alors, il y a plusieurs champs. Il y a le champ, évidemment, de la protection judiciaire. Ça va être le procureur, ça va être la police, la gendarmerie. Pharos, c'est une plateforme d'harmonisation et d'alerte on va dire, les gendarmes du net, vous voyez, sur tout ce qui est violence sexuelle, mais aussi terrorisme, etc. Et puis, il y a la protection administrative. Je l'ai dit, c'est sur le champ du sport, la direction départementale de la cohésion sociale. Hein, le préfet de département est compétent pour délivrer ses cartes pro, mais aussi pour suspendre peut-être un professionnel, un dirigeant de ses fonctions parce qu'il est mis en cause. Le suspendre, notamment de façon conservatoire, le temps d'y voir plus clair, de faire toute la lumière, et peut-être le réhabiliter ou l'interdire plus longuement. Ça arrive aussi. Il y a le conseil départemental qui est aussi très important puisque c'est lui qui est compétent en matière de protection de l'enfance, le président du conseil départemental. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des situations où dans le club, on va rencontrer des victimes dans le cercle familial ou intrafamilial. Eh bien là, ce n'est pas directement la DDCS qui va être concernée pour intervenir, mais ça va être plutôt le conseil départemental pour peut-être mener une enquête sociale, etc. Il peut y avoir des choses de ce type-là. Et puis il y a le 119, il ne faut pas l'oublier, le 119, 119, comme on dit aux plus petits, c'est plus facile à retenir. C'est un numéro où on appelle de façon anonyme, voilà, pour avoir des conseils auprès d'écoutants qui vont peut-être recueillir votre témoignage et qui vont décider quoi faire derrière. Ils peuvent décider de le transmettre directement au procureur.
ils peuvent appeler la police, la gendarmerie qui va intervenir au domicile, ou ils peuvent transmettre voilà, au conseil départemental, encore une fois, pour mener une enquête sociale au domicile. Donc vous voyez, il y a ces deux grosses protections, ces deux grosses autorités administratives et judiciaires. Et puis j'en rajouterai une troisième, c'est quand même la fédération. Le mouvement sportif, la fédération sportive a aussi des mesures, par ces mesures disciplinaires, un pouvoir pour agir, en particulier s'il s'agit d'un licencié qui est mis en cause. Donc là, c'est très important. Nous, qu'est-ce qu'on fait à Collège d'Argile? En fait, on est facilitateur. On fait le lien entre le club, la fédé, et puis la partie administrative, hein, les directions départementales cohésion sociale, la partie judiciaire. Donc voilà, on fait le lien avec tout ça et avec la victime pour accompagner la victime, accompagner les structures, les clubs avec ces entités-là. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une fédération qui avait du mal à obtenir des informations par rapport à une situation. Et bien voilà, nous, par nos échanges facilitants avec le ministère des Sports, avec les directions départementales cohésion sociale ou la protection judiciaire, c'est-à-dire clairement les brigades de gendarmerie et de police, eh bien on arrive on va dire, à favoriser la situation pour que ce soit plus engageant. Par exemple, lorsque une victime va vouloir porter plainte, ça apparaît souvent comme un long chemin. Eh bien, nous, on va contacter l'enquêteur, la brigade des mineurs du territoire parce qu'on les connaît, parce qu'on les a déjà rencontrés, parce qu'ils savent aussi comment on travaille. Et on va pouvoir mettre en relation la victime avec la brigade des mineurs pour pouvoir prendre rendez-vous pour venir déposer plainte, par exemple, et être auditionné. Hein, sans avoir à se présenter au guichet et être accueilli peut-être avec un professionnel, un agent des forces de l'ordre qui peut-être n'aura pas tout le temps à donner, etc. Voilà. Enfin, s'engager avec Colos, conclure là-dessus, c'est ce qu'a fait la Ligue, c'est ce qu'a fait la Fédération. On peut le retrouver à différents niveaux. Vous voyez, nous, on intervient avec différents types d'interventions. Alors là, c'est un format un peu court, mais sinon, ça peut être des formats plus longs. On intervient en partenariat, en cascade, alors, avec les fédérations, mais aussi avec les ligues, les comités et les clubs à tous les niveaux, mais aussi, je l'ai dit, pas que le champ sportif. Et lorsqu'on intervient, vous avez compris, hein, on a un rôle de conseil, que ce soit en amont pour décliner votre plan de prévention, vous accompagner pour identifier les publics vers lesquels on va s'adresser, quel type d'intervention on peut faire, qui sera le plus adapté. Ce n'est pas forcément la formation des encadrants, ça peut être une sensibilisation, peut être suffisante par exemple. Donc on va aussi parfois accélérer ou freiner vos envies. Et puis surtout, le partenariat, c'est le suivi. C'est le suivi des victimes, hein, victimes directes, les familles, les victimes collatérales qui émergeront possiblement ou certainement d'une certaine façon de ces partenariats, puisque quasi systématiquement, hein, lorsqu'on intervient, on a face à nous des victimes, toujours mineures ou devenues majeures. Puis vos engagements, du coup, de la même façon, c'est effectivement, alors, vous engager dans ce plan-là. Ça va être, par exemple, faire respecter la charte des colosses. J'ai dit, pas se doucher avec les enfants. Bon, je donne un exemple comme ça, mais ça va être des éléments de ce type-là. Et puis, ça va être évidemment l'idée de nous tenir informés lorsqu'il y a des situations. Ça, en général, vous le faites, puisqu'on vient plutôt à votre secours qu'autre chose. Enfin, vous pouvez aussi adhérer en tant que particulier, voilà, ou en tant qu'entrepreneur. Surtout, vous pouvez nous suivre. Et c'est ça qui est très important, mais comme aujourd'hui, vous voyez, sur Facebook. Mais on est aussi sur Instagram, on est aussi sur LinkedIn, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à partager nos contenus, nos articles. Ça permettra à votre entourage personnel et professionnel d'être un peu plus sensibilisé à la question. Voilà, j'ai terminé, messieurs. Super, merci. Est-ce que les personnes présentes là ont des questions à poser à Simon par rapport à son intervention? Oui, merci Eric pour ton petit mot. Un remerciement, ça fait toujours plaisir. Oui. En attendant que vous formuliez vos questions éventuelles, donc on a reçu des plaquettes de communication qu'on devait vous donner aujourd'hui en présentiel, mais on va vous les envoyer dans les clubs. Ou si vous ne la recevez pas pour X raison, dites-le nous. Donc on a des plaquettes avec le guide de l'encadrant, une affiche qui reprend les
les consignes et les conseils qui ont été exposés tout à l'heure par Simon, et puis il y a la charte de bonne conduite également dedans. Donc tout ça, vous pourrez l'utiliser et l'afficher dans vos clubs quand on vous l'aura envoyé très rapidement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont peut-être en train d'arriver, non? Alors peut-être. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Finalement. Ouais. Sur les réseaux, est-ce qu'on a des questions? Sandrine qui dit pas de questions, mais merci pour cette intervention. Bon. Merci Sandrine. C'est là que ça se passe, alors du coup, merci Sandrine. Voilà, Thierry qui nous dit que c'était très intéressant. Très bien. La petite vidéo qui était prévue pour finir, et puis après. Je sais pas. Ouais, Oui. je vous avais, ouais. En même temps, le temps passe vite. On va montrer une dernière vidéo et puis après, sauf si vraiment il y a des questions, effectivement, on prend le temps d'y répondre. Sinon, on basculera sur les réunions suivantes. Donc, il y a soit les nouveaux programmes GAF ou un point d'info sur le PSF et le Cali Club. Je vous montre une dernière vidéo. Donc, sinon, je te. Ouais, c'est le clip des Colosses. Voilà. Pareil, c'est un clip que peut-être certains d'entre vous auront déjà vu. Vous le trouvez en tout cas sur Internet, clip des Colosses. Voilà, il fait son petit effet, on va dire. Voilà. Alors, avant cette petite vidéo, on a une question qui est arrivée. Comment doit réagir un dirigeant s'il a des soupçons? Alors, comment il doit réagir un dirigeant ou un encadrant? Je veux dire, c'est la même façon. Alors, je dis, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des soupçons qui sont... vous savez, on est tous différents, on a un vécu qui est différent, on a une perception de l'environnement et de la situation qui va être différente. Le mieux, c'est d'en parler. On le répète, vous aurez été là, peut-être que je vous aurais fait répéter à plusieurs reprises, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, il faut en parler à qui? Il ne faut pas en parler évidemment aux mises en cause. Il faut en parler peut-être à d'autres professionnels qui vous entourent. Sinon, il faut en parler à Colosse Pédargile. Hein, c'est l'occasion. Le principe du partenariat avec la Ligue, pour le coup, c'est cela. Hein, j'ai affiché mon numéro de téléphone, mais sinon, vous pourrez récupérer mes coordonnées. C'est d'en parler. Voilà. Alors, pas avec le mise en cause, parce que bien sûr, on peut l'alerter, etc. Voilà. Peut-être que ce sera dans une étape derrière. Mais encore une fois, on a tout un logigramme avec lequel on fonctionne. Est-ce que c'est une suspicion qui va être partagée ou est-ce que finalement elle est pas assez fondée, hein? Je veux dire, est-ce qu'elle est insuffisante ou est-ce que finalement elle est fondée, hein? Elle peut être insuffisante aussi au début et puis en portant sa vigilance sur la situation, petit à petit on va se rendre compte qu'elle devient un peu fondée là, d'accord? Et donc là derrière on va transmettre cette information et je l'ai dit, c'est là qu'on va transmettre cette information, c'est-à-dire l'objectivité maximale des faits aux professionnels qui vont savoir s'en emparer. Professionnels, ça peut être la direction départementale de la cohésion sociale, en premier lieu, hein, c'est plutôt eux, mais ça peut être aussi des intermédiaires comme Colosse Pédargile, comme le 119. Mais Colosse Pédargile, nous, on peut avoir une lecture parce qu'on est rompu à ce type de situation. Pour le coup, on est professionnel. Notre expertise va peut-être nous permettre de voir ce qu'il y a, de vous accompagner et peut-être de traduire cela, soit en signalement au procureur, soit quelque chose d'intermédiaire, une information préoccupante à la DDCS, soit encore une fois vous conforter à peut-être pas agir encore, mais avoir une vigilance très très accrue. Hein, voilà. Mais je le dis, aujourd'hui dans certains clubs, en particulier en gymnastique, dans les témoignages qu'on en a pour certains, moi je touche plus aucun gamin parce que je veux pas être emmerdé, je veux pas être accusé, etc. Non. On le redit, c'est fondamental et dites-le à vos éducateurs, il faut continuer absolument à protéger, hein, notamment sur les parades, etc. C'est fondamental, il faut. Maintenant, plutôt que de le faire sur un moment où on est très isolé avec un gamin, parce qu'encore une fois, on a fait preuve de disponibilité pour se mettre à l'horaire de sortie de collège, etc. du jeune, eh bien on va faire ça sur des entraînements où on sera quand même plusieurs, on sera quand même visible. Et puis lorsque je vais toucher un gamin, que ce soit pour le protéger ou pour le repositionner, je vais lui expliquer. Je peux d'abord lui montrer sur moi-même la position, lui expliquer pourquoi. Ils peuvent le faire entre eux, sur tirer les épaules. Voilà. Et puis, lorsque je vais toucher un gamin, je vais lui expliquer, attends, tu permets que je te touche juste pour montrer aux autres comment on fait. Et voilà. Et on va positionner la main et on va expliquer pourquoi on pose la main derrière la cuisse et non pas sur la fesse, pourquoi on pose la main sur l'épaule et non pas sur la poitrine. Voilà. Et je crois qu'avec ce dialogue-là, on renforce sa confiance, on enlève toutes les mauvaises interprétations qu'il peut y avoir et on protège à la fois le jeune et à la fois l'encadrant. Merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer sur cette dernière vidéo avant de nous quitter sur cette intervention.
Ah, oui, je sais bien. Donc, c'est bien. Non, on ne pourra pas mettre quelqu'un. Là, oui. Parce qu'il y a des silences qui n'ont plus leur place dans le sport. On n'est pas coupable. On est victime. Faites comme moi. Parlez. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, très bien. Avant de se quitter, signature d'une convention, c'est ça? Voilà, donc du coup, on va officialiser un petit peu la convention entre Colosse et le comité régional en signant donc, la charte de bonne conduite. Et puis, vous aurez très bientôt l'ensemble des actions qui seront mises en place sur l'année et sur le cycle. Donc, merci Simon, merci à Colosse, merci Vous faites à tous. un petit check. sourire. Donc, Et voilà. Ok, alors donc, et encore une photo, excusez-nous, il y a plein d'appareils photo à prendre. c'est pas le dernier. Ok. Très bien, merci à vous, merci à Simon d'être venu. Une convention de signer avec le comité régional du coup pour l'année à venir. Et puis on vous fait parvenir rapidement les plaquettes dans les clubs pour que vous puissiez communiquer.